Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Meet & Funk. Aujourd'hui, épisode spécial, nous rencontrons Albin et Nicky B pour une interview. Ce sont les deux fondateurs d'Avant-Garde Records. Je vous laisse avec la vidéo. Merci Albin, merci Nicky B. Ça me fait vraiment super plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler de funk. Et est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Donc je m'appelle Nicky B, je suis 100% lyonnais, producteur de musique de type funk. Ça fait maintenant, j'ai commencé la production musicale peut-être en 2008, quelque chose comme ça. Et je suis aussi cofondateur du label Avant-Garde avec Albin. Voilà. Bah moi, Albin, foot funk depuis quoi 20 ans maintenant. Créateur de la chaîne YouTube Boogie80, que je pense que les collectionneurs de funk connaissent un peu, sur laquelle je présente des disques. On présente des disques avec mon associé Marwan, que je salue d'ailleurs, où on fait des revues de disques en faisant appel à des invités aussi sur la chaîne pour présenter voilà, des disques de funk, disco, boogie, jazz, funk. Et plus récemment, l'aventure aussi avec Nicky B sur la création du label dans un premier temps Cadencé Records et puis plus récemment Avant-Garde Records, voilà, depuis 2018. Du coup, tu disais que tu étais un foot funk depuis 20 ans. Moi, ce que je voulais savoir, c'est un petit peu comment vous êtes tombé dans cette musique-là, parce que c'est pas forcément évident. Donc, quels sont vos premiers attraits avec cette musique? Franchement, alors moi, je dois tout à ma maman. Qui avait vraiment des bons goûts musicaux. Elle écoutait, alors pas des trucs poussés évidemment, mais elle avait une collection de CD avec des trucs sympas, genre Michael Jackson évidemment, Billy Ocean, je me rappelle l'album de 84, des Kool and the Gang. Et c'est vrai que moi j'écoutais ces CD et j'aimais bien, mais à cette époque-là, tu vois, je n'étais pas capable de te dire est-ce que c'est de la funk, de la soul, je connaissais rien au style, mais ça me parlait, cette musique me parlait. Et c'est que plus tard, en creusant, que je me suis dit ah ouais, en fait ce que j'aime bien c'est le funk 80 et tout ça, mais clairement, pour répondre à ta question, mes premières influences c'est Michael Jackson, clairement. Off the Wall, Thriller, c'est avec ça que je suis tombé dedans. Pour ma part, la funk, j'en écoute depuis 37 ans, puisque j'ai 37 ans. Je suis tombé dedans comme un peu tout le monde à Lyon, dans le sens où mes grands frères en écoutaient énormément. Et moi, j'en écoutais depuis la maternelle en fait. Dès la maternelle, j'écoutais de la funk et j'ai encore le souvenir des cassettes que mon frère collectionnait. Donc à l'époque, c'était, je crois, mon premier amour en termes de funk, ça va être, ouais, il y en a eu tellement, mais ça va être des groupes comme Sky, D-Train. D-Train, c'est mon enfance. Parce que toi, du coup, tu as créé cette chaîne Boogie80. Tu l'as co-créée, enfin, vous êtes deux, c'est ça, à l'avoir avec créé. Marwan, ouais, que je salue pour la deuxième fois. Et en fait, c'est venu. Comment c'est venu en fait cette création de chaîne? Alors c'est venu en 2012, il n'y avait pas encore trop les réseaux sociaux. Par contre, on avait un besoin avec Marwan de partager en fait notre collection de disques parce qu'en fait ça faisait déjà un moment, depuis 2007-2008, qu'on partait à Londres très régulièrement et on rentrait les valises pleines de disques. Comme Kashif. Voilà, exactement. On le salue. Exactement, c'est la même période, exactement avec Kashif, il y a plus ou moins les mêmes adresses. On rentrait avec 100-150 disques, on passait des journées entières dans ce qu'on appelle les basements des magasins de disques où tu as les sections à 50 centimes et tout. Enfin, on restait des heures à chiner. On a fait des super coups. C'est là qu'on a fait toute notre culture de Brit-Funk, en fait, elle s'est faite là à Londres. Londres, Manchester, vraiment, c'était nos terrains de jeu. Et en gros, si tu veux, après, on a eu envie de partager un peu ces disques-là qui n'étaient pas trop connus en Brit-Funk pour la plupart. Donc, on a commencé à avoir un site internet où on présentait des disques, on faisait des reviews de disques. On avait la chaîne YouTube, évidemment, où on proposait des sons. Et un peu plus tard, c'est là qu'est né le concept que tu connais, hein, Crate Diggers, Top Shelf pour mettre en valeur en fait, des artistes funk 80. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et aujourd'hui, si tu veux, la chaîne a quand même pas mal d'abonnés. On l'utilise pour propulser Avant-Garde Records notamment. Et du coup, à vous deux, vous avez monté Avant-Garde Records. Alors avant ça, on s'est rencontrés. Justement, comment vous êtes rencontrés en fait? En fait, à l'époque, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, on n'avait pas Twitter, YouTube. Il y avait les forums. À l'époque, c'était les forums de discussion. Il y en avait un en particulier, c'était quoi? C'était
Funky LOL, ouais, 94. Funky LOL 94, j'allais dire 92. Et puis sur ce forum-là, c'est vrai que tu crées des posts, tu répondais à des messages. Et c'est là tout de suite, on s'est retrouvés assez rapidement parce qu'on avait vraiment les mêmes goûts musicaux. On aimait vraiment cette funk très électro, très 83, 84. Surface, Climax, Voilà, Mix et Striker. c'était marrant parce qu'il y avait un peu de tout sur ce forum. Tu avais des mecs qui écoutaient plus de la funk, on va dire plus organique, tu vois, et qui n'étaient pas toujours en phase avec nos goûts, qui ne comprenaient pas forcément ça. Mais nous, voilà, on s'est retrouvés. Et c'est comme ça finalement qu'après on est resté en contact sur MSN à l'époque. Tous les jours, on parlait, on C'est s'envoyait l'époque des trucs. MSN. Mais l'époque, c'est à peu près début des années 2000, c'est ça? Un peu plus 2003. tard. Ouais. 2003. 2003, 2004, ces années-là. Du coup, vous avez créé un label, Cadence Records, un premier label. En quelle année? 2015. En fait, c'est né du fait que un de nos partenaires à l'époque, avec lequel on a créé le label, Fanatic One, qu'on salue d'ailleurs au passage, avait pour objectif de sortir un album. Il a sorti un premier album via un financement participatif. Je ne me rappelle plus avec quelle plateforme. Mais peu Super importe. album d'ailleurs. Ouais, un album plutôt pop-funk, on va dire. Puis dans la foulée, Nasser, il travaillait déjà, il avait déjà quelques démos qui commençaient à être sympas et tout. Et c'est vrai que dans la foulée, on a sorti le premier album de Nasser, c'est un album digital, un EP, Un EP, ouais. 1984. 84, c'est ça? Ouais, qui était fait à la fois avec des compos originales et en partie des reprises Eh bien, également. alors, si je ne me trompe pas, 2 reprises. Cover Girl et Destiny. C'est juste, ça? On est bien d'accord? Bah ouais, j'avais oublié. Ouais, c'est ça. En fait, cet EP digital, si tu veux, c'était à la période où je n'avais pas encore assez la confiance artistique et puis même, j'avais pas encore la légitimité de faire du vinyle, si tu veux. Donc, on avait discuté avec FX à l'époque et Albin, et on s'était dit, bah tiens, ce serait bien de faire un EP digital d'abord pour commencer, prendre la température, balancer un peu tes sons, même si j'ai commencé déjà à les balancer sur Dailymotion, sous d'autres noms, et Dailymotion à l'époque. Et après, on avait fait ce EP digital, j'en étais super content, il y avait un peu des sonorités, voilà, je me testais, quoi. Il faut passer par là. En fait, si tu veux, si tu restes dans ton coin, que tu fais des démos que toi tu juges bien, mais que tu balances pas, t'évolues pas. Il faut même balancer un produit que tu juges pas fini, il faut le faire. D'ailleurs, c'est le conseil que je donne à certains artistes, des fois qui me contactent un peu via Insta, etc., qui me disent, tiens, comment t'as fait pour faire des vinyles, des machins? Je leur dis, bah déjà, aie confiance en ton art, etc., mais n'hésite pas à le balancer. Même si toi tu juges que c'est pas bien mixé, que c'est pas masterisé, etc., balance-le. Balance-le, tu vas apprendre de tes erreurs, tu vas réécouter, tu vas lire un peu les critiques, etc. Ensuite, on a fait mon premier vinyle. C'était un petit 45 tours, Midnight Promenade et Shy Young Lady. Donc c'était 2 instrus. Est-ce que du coup, après ça, il y a eu Riser, c'est ça? Ouais, Heather Haywood de Cool Notes, une des deux voilà. chanteuses du De The Cool Notes. Ah, en plus, j'adore ce. Alors, groupe extraordinaire. comment ça s'est passé? Moi, je marche au culot. Je suis quelqu'un qui se dit, qui ne tente rien à rien, si tu veux. J'ai contacté Cool Notes. Non, comment j'avais fait? Je crois que j'avais contacté le producteur de Cool Notes et voilà, j'avais dit, je sais plus, il y avait un truc comme ça. Et je me suis dit, tiens, moi j'ai toujours eu un espèce de rêve d'enfance et de faire des sons avec les artistes de l'époque, tu vois, les artistes de mon enfance. Et Cool Notes, ça en faisait partie. Pour moi, Cool Notes, c'est une période du collège très précise dans ma tête, mais voilà. Et je me suis dit, tiens, je vais la contacter. Je lui ai dit, écoute, j'ai 2 productions que j'ai déjà finies. J'avais les paroles, j'avais tout fait, et elles étaient quasi finies. Et j'aimerais bien avoir ta voix dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Et là, je lui balance les 2 démos, donc Give It Up et Party Tonight. Donc, elle était très emballée. Et pour moi, c'était un truc, c'était de la folie, quoi. Du coup, pour récapituler, vous avez cofondé un label qui s'appelait Cadence Records avec quelqu'un d'autre, du coup, avec Fanatic One, c'est ça? Et après, vous êtes parti de ce label, ou en tout cas, vous êtes dissocié?
En fait, l'aventure, elle s'est poursuivie, si tu veux, dans le sens où FX a gardé le label Cadencé. Ouais. Et nous, avec Albin, on a monté Avant-Garde. Voilà. Du coup, je voulais qu'on arrive du coup à Avant-Garde Records, qui est encore d'actualité. Et vous produisez encore des choses. Donc, j'aimerais bien que vous parlez un petit peu de ce que vous avez produit, de comment est né ce label. Est-ce que c'était du coup une envie d'un nouveau label? Comment tout ça s'est créé? Très simplement, j'avais de la matière à sortir en fait. Et c'était le premier album, si tu veux, Stronger. Et on a sorti ce premier LP sur Avant-Garde. Et après, avec Albin, on discute beaucoup. Et puis, on a essayé de garder un peu la même ligne directrice que sur Cadencé, dans le sens où on essaye de prendre, comment dire, de faire un hommage aux artistes années 80, mais avec ma touche un peu plus actuelle, tu vois. Donc, comment on a lancé ce truc? Très simplement, hein, on a discuté ensemble, on s'est dit qu'est-ce qu'on veut faire, tout simplement. On s'est dit, en fait, on veut faire de la funk, faire plaisir aux gens, faire des choses un petit peu travaillées, faire des choses sympas, même au niveau du visuel, etc. Garder un peu cette touche-là. Avec toute modestie, on essaye de faire les choses du mieux qu'on peut. Si tu regardes les visuels, les trailers, etc., on essaye toujours de faire au mieux, même au niveau du mix, on essaye de faire soigner, de faire une communication soignée. En fait, on a envie de donner aux gens qui nous accompagnent, qui nous suivent, qui aiment la même musique que nous, un produit le mieux fini, si tu veux, tant au niveau du fond qu'au niveau de la forme. Donc, on a gardé cette ligne directrice et on a commencé avec l'album Stronger, qui a vraiment très bien marché. On est très contents. En fait, la recette avait bien marché avec Heather et on s'est dit, on l'a ressollicité pour l'album. Et on a aussi, tu as oublié d'en parler, on a quand même réussi à avoir Howard Johnson. Howard Johnson qui est c'est mon top 5 des plus gros artistes funk des années 80. Quoi. Si les mecs qui regardent ta chaîne ne connaissent pas Howard Johnson, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Après, pour en parler de cet album, moi j'avais bossé dessus, j'ai bossé des nuits, hein, quoi. C'était mon petit bébé, quoi. J'avais fait des sons dessus. De base, je crois que j'en ai fait peut-être une trentaine. Et en discutant, j'aime bien impliquer Albin sur le process créatif aussi, parce que d'une, c'est mon pote, et voilà. Dans les autres labels, ça se passe peut-être pas comme ça, c'est tout l'artiste qui fait son truc. Nous, voilà, on essaye de bosser à deux. J'aime bien l'impliquer parce qu'il a les mêmes goûts que moi. Et voilà, j'ai pas envie qu'on sorte un truc qui lui plaise pas, si tu veux. Ouais. Donc j'avais bossé peut-être 30 démos, un truc comme ça à l'époque. On en a gardé une petite dizaine, 12, je sais plus, 10 ou 12. Ouais, j'aurais pu dire, mais ouais. Je sais plus dire. Et voilà, on a bossé sur ça. Même sur l'ordre, la tracklist, Albin, il intervient aussi, tu vois, sur le côté créatif. On est toujours à deux dans le truc. Puis il faut le dire, on avait Howard. On avait Heather. Encore. Howard, c'est mon top 5, c'est clairement, voilà. On avait Johanna Rose, qui est une artiste, sa voix, elle est magnifique, une artiste de Los Angeles que Albin m'avait présentée, qui était magnifique. On avait aussi une artiste qui s'appelle Eva, qui chante en français sur The French Touch. J'avais voulu faire un son en français. Alors ça, juste, on en viendra après, mais c'est un des sons que je retiens le plus de l'album. Ça m'étonne pas de toi. Soirée mono, Eva Galam. Je rêve en stéréo. Je veux que ça balance et je veux du glam. Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler des autres projets, autres que l'album de Nicky B, des projets d'Avant-Garde Records? Par la suite, je crois qu'après l'album, on a eu le 45 tours avec Johanna Rose. Moi, j'avais commencé à bosser dessus, sur les instrus, j'avais composé la mélodie vocale, j'avais écrit les paroles, etc. Et en discutant avec Albin, on s'est dit, mais qui mieux que Johanna Rose pourrait le chanter, quoi. Donc voilà, après on l'avait. Qui avait déjà travaillé sur ton album. Ouais, exactement. Et du coup, après ça, il y en a eu d'autres, des sorties. Ouais, alors dans la foulée, après, il y a eu. Alors ça, c'est un projet pour moi qui est le projet qui me touche le plus parce que ça implique un artiste que je mets dans mon top 5 en matière de funk 80. Moi, il faut savoir, depuis 2008, j'étais en contact avec Bobby Nunn, qui est un artiste qui a sorti 2 gros albums sur Motown, que la plupart des fans de funk connaissent bien.
Et j'étais en contact avec lui depuis 2008 par mail, on s'échangeait et je savais qu'il avait sorti un album en 84 complètement, qui est passé en dessous les radars, qui a été retiré du marché parce que malheureusement Motown s'est séparé de Bobby Nunn après le LP Private Party en 83. Mais il avait fait un album qui s'appelait Fresh. Quelques copies promo sont sorties. J'avais trouvé des infos là-dessus sur internet, mais c'était impossible de trouver des sons. On peut pas l'écouter. Cet album, on peut pas l'écouter. Alors, à l'époque, je parlais avec un mec justement sur les forums, là, je ne me rappelle plus son nom, qui me disait avoir une copie de cet album, qui me disait ouais, il y a 2-3 patates dessus, mais j'ai jamais pu écouter ça. Et du coup, d'où mes échanges avec Bobby Nunn par mail, j'essayais de creuser, il me disait effectivement, il doit me rester une copie, tout ça. Mais tu vois, les échanges étaient assez stériles. Pendant des années, on s'échange des mails, mais rien n'arrivait. Jusqu'à peut-être 2016 par là. Je crois que c'est sorti en 2000. Ouais, un peu plus tard, 2018-2019, où il a remis la main en fait sur cet album-là. Et donc il y avait ce track notamment Cherry Pie qui faisait partie de cet album, qui était sorti en 84, qui était une grosse frappe. Donc on avait ce track là, c'était super, mais pour sortir un single, il nous fallait un deuxième morceau pour aller sur la phase B. Et c'est là qu'on a un peu pris du temps parce qu'il nous a proposé quelques démos qu'il avait. Alors je t'avoue, beaucoup de ces démos, elles n'étaient pas à la hauteur du morceau, jusqu'à ce qu'il sorte ce morceau Got My Eyes On You, qui était une piste multitrack. Là, il avait retrouvé ça, une bande master d'un morceau de 82. Et c'est là qu'on s'est dit, bon, il y a un potentiel, il avait toutes les stems, si tu veux, pour pouvoir retravailler le morceau. Et c'est là que j'ai dit à Nasser, il faut que tu en fasses quelque chose, il y avait un potentiel, la voix et tout. Et c'est là que Nasser a commencé à retravailler complètement cette zik-là. Alors, ce qui me plaît dans le délire, c'est que j'ai surtout, c'est ce moment-là où l'artiste envoie les stems, la musique, et tu te dis, ce truc-là, il est dans son garage depuis 1983, et je suis quasi le premier à l'écouter. C'est authentique. Tu dis, waouh, t'as le truc, t'as de l'or entre les mains. T'as l'impression de retourner en studio dans les années 80, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est l'impression que j'avais, je me dis, putain, je suis en train de bosser sur un truc qui n'est jamais sorti. Et moi, ça me mettait un truc, tu vois. En termes d'inspiration, ça me faisait quelque chose. Dans la démarche, ça faisait quelque chose. Donc, on a fait ça avec Brian Morgan. On a fait les deux titres. Le Mackenzie, il est arrivé quand? Juste après. Juste après, Morgan. c'est ça? Ouais, juste après. Et Mackenzie, on avait sympathisé avec eux via Albin. C'est lui qui les avait contactés. C'est deux gars qui sont super sympas. Ils sont vraiment très gentils, passionnés. Ils font encore un peu de son, vraiment un petit peu voilà, pour s'amuser, etc. Et on s'était mis d'accord. On avait vraiment accroché avec eux. Il y avait vraiment l'aspect humain. Avant même le fait de sortir le disque, on avait vraiment accroché sur l'aspect humain, si tu veux. Nicky B, avant de faire des prods, t'étais DJ, c'est ça? C'est ça, exactement. D'ailleurs, comment je suis venu à moi être un acteur de la musique, c'est clairement grâce à mon grand pote DJ Kams, que je salue d'ailleurs. En fait, lui, à la base, il faisait déjà, il animait des soirées, des mariages, des choses comme ça avec son cousin. Et lui, il mixait un peu, tu vois, etc. Je te parle de ça, on était en 2001, hein, on était au lycée, quoi. Et on avait bien matché, on était dans la même classe au lycée, on avait bien matché parce qu'on avait les mêmes goûts musicaux, il écoutait de la funk comme moi, enfin voilà, on s'échangeait les cassettes et tout, machin, à l'époque, c'était cassettes, tu vois. On n'avait même pas de CD, on s'échangeait les cassettes. Et un jour, il me dit, bah moi, j'anime des soirées. Et moi, je ne comprenais pas le concept. Il me dit, bah viens chez moi. Je viens chez lui, tu avais des platines CD à l'époque, et je me rappelle, mais comme si c'était hier, j'étais chez lui, il balance Deodato, Fire in the Sky. Dans son casque, il écoute le son qu'il écoute. Et moi, je regardais, je fais, mais qu'est-ce qu'il fait? Je ne comprenais pas les boutons et tout. Et là, il l'enchaîne avec Tempers, à l'époque. Mais je me rappelle de cet enchaînement. On en rigole encore là-dessus. Et je me dis, mais c'est toi qui as fait ça. Tu as mis les deux musiques en même temps, au même BPM et tout. Et je me dis, mais c'est fou de faire ça.
Du coup, c'est sans limite, tu peux faire ce que tu veux en fait. Et après, voilà, je me suis acheté 2 platines à l'époque, 2 platines vinyle, une table de mixage, et je commençais ma collection de vinyles, etc. à l'époque. Je commençais à mixer. Après, je commençais à aller plus loin. Je commençais à intégrer aussi le PC, à faire du mix aussi sur PC, parce que tu as plus de possibilités, tu peux faire des cuts, des machins, des trucs de ouf. Je commençais à balancer mes mix un petit peu sur Internet, sur Dailymotion à l'époque, ou sur Soulseek, et ça prenait. Je faisais aussi des mixtapes, mais des mixtapes digitales en fait. Et je les balançais sur Soulseek, du coup mon nom il commençait à tourner un peu. DJ Nas à l'époque c'était. Et je commençais à balancer. Après on faisait des soirées aussi avec Kams, on faisait des soirées à 4 platines. Donc j'avais mes 2 platines, il avait ses 2 platines. On balançait 3 sons en même temps, c'était n'importe quoi, on scratchait et tout. C'était vraiment la bonne époque, j'ai vraiment des super souvenirs là-dessus. Et puis moi j'ai voulu aller plus loin. Je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer de faire mes propres productions musicales. Donc comment j'ai commencé, je prenais mes vinyles, je les écoutais en boucle, les instrus, etc. et je samplais. Je samplais la grosse caisse, la caisse claire, je ne savais pas faire autrement, j'avais pas de clavier, j'avais rien. Et je faisais des petits samples. Et je faisais des sons comme ça, en fait. Je samplais genre la grosse caisse de Surface, machin, etc. Ouais, des moments sur des breaks de batterie, tu prenais le break. Des millisecondes, quoi. Même les hit-hats, tu sais, voilà, j'arrivais à les sampler, ça me faisait mon truc. Je samplais un bruit de synthé que je pitchais après, ça faisait une mélodie. Donc je faisais des mélodies comme ça. J'avais pas de clavier, donc je samplais, je rehaussais la note, etc. Je faisais des sons. Et ouais, pour la petite histoire, du coup, j'ai balancé un son sous une fausse ref. J'avais mis des... à l'époque, avec un plugin, j'avais balancé aussi des craquements de vinyle sur le son, sur le MP3. Et j'avais balancé ça sur Dailymotion sous une fausse ref. Et cette fausse ref tourne encore aujourd'hui. C'est trop drôle. Et du coup, la fausse ref, c'est le nom de la fausse ref, c'est? Le nom de la fausse ref, c'est Nasser Morrison. Moi, j'ai vraiment hyper hâte d'écouter le 2e album. Ouais. Sois patient, mec. Sois patient. 2023. Mais on sera patient. En fait, ça prend du temps parce que c'est énormément de travail, on ne se rend pas compte. Si je peux parler de ce second album, tu vas retrouver du Nicky B en fait. Parce que voilà, tu vas retrouver un peu des sonorités à la Climax, Starpoint, etc. Mais il y a aussi d'autres inspirations qui n'ont absolument rien à voir avec la funk, surtout sur le mode de production. D'accord. Sur les effets qui vont être apportés aux voix, des choses comme ça. Ça va être un peu subtil, mais il va quand même sonner. Il y a certains sons qui vont sonner quand même plus modernes que le premier album. En fait, je voulais pas refaire le premier album, refaire de la funk à la Surface, etc. Je voulais quand même explorer d'autres choses pour faire quelque chose de différent. Et je pense que c'est mon projet le plus abouti et le plus personnel surtout. Bah écoutez, merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi un petit peu de funk. Merci à toi, merci à toi. Moi, si on peut discuter de funk, je suis là. Et puis, grosse dédicace à tous les acteurs de la funk que tu as déjà interviewé. Je pense à Kashif, à DJ Aka. J'ai regardé son interview hier, c'est exceptionnel. À Rude Jude aussi. Rude Jude, oui, j'ai pas encore regardé l'interview, mais gros respect pour lui. On a plein d'artistes, pas que sur Lyon, mais enfin, moi je pense à Lyon parce que voilà, j'ai un amour pour cette ville, mais on a plein d'artistes qu'il faut mettre en avant et des chaînes comme les tiennes. C'est clairement, on a besoin de vous. Voilà, donc merci Oscar. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je voudrais remercier l'Anne Sans Queue, un bar qui se situe du coup dans le 1er arrondissement de Lyon, qui nous a prêté ses locaux pour faire l'interview. Et en ce qui nous concerne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Meet & Funk.